Bonjour Yves, donc Céline Barbosa, je suis avocate au barreau de Paris et je suis spécialisée dans toutes les problématiques juridiques des infrastructures industrielles. Bonjour Céline et merci de nous avoir rejoints. Tu nous as proposé donc d'évoquer aujourd'hui les métiers du juridique associés au data center. Euh, est-ce que est-ce que c'est un secteur d'activité qui est d'abord fortement impacté par le juridique? Oui, c'est un secteur d'activité, je pense, qui mériterait d'avoir une meilleure visibilité parce que on n'en parle pas assez souvent et on aborde souvent le sujet de la data, mais pas du data center en tant qu'infrastructure et actif. Dans les métiers, tu as identifié 6 métiers, on va en parler. Le premier métier, c'est du juridique, c'est celui lié au financement d'un projet de data center. Oui, c'est en fait, j'ai englobé sous cette terminologie l'ensemble des métiers juridiques associés à la proposition de conception, construction et exploitation d'un actif industriel. Parce que finalement, un data center, c'est un actif industriel. Et pour pouvoir envisager ce projet, il faut l'envisager sous la forme tout d'abord d'un bâtiment. Il va falloir concevoir et construire ce bâtiment. On le sait, chaque data center est dimensionné en fonction des propositions, des clients qui vont en fait utiliser les outils du data center. Donc, en fait, à chaque fois, il sera exécuté sur mesure. Ce qui signifie que d'un point de vue juridique, il faut en fait rédiger des contrats de conception-construction, donc l'enveloppe du bâtiment. Il y a une partie génie civil, ou enfin très peu de génie civil, mais une partie, on va dire, d'enveloppe du bâtiment. Et puis, avec toute une problématique liée à l'urbanisme, quand on installe les data centers sur une assiette foncière existante ou nouvelle, peut-être une assiette foncière qui a déjà accueilli un site industriel. C'est ce qui peut arriver très souvent, hein. On reconvertit des sites industriels en les réutilisant ou en les mettant à disposition de nouveaux projets. Donc ça, c'est un premier pan d'activité juridique contractuelle. Associé à cette conception-construction, le maître de l'ouvrage, du moins le propriétaire, va avoir aussi besoin d'être accompagné. Donc il y aura la rédaction des contrats de maîtrise d'œuvre ou de contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de contrats de délégation de maîtrise d'ouvrage. Tout schéma est possible, hein, finalement, tout dépend des besoins et des enjeux clients. Donc ces contrats seront rédigés et l'accompagnement du maître d'œuvre pourra aller jusqu'à la réception de l'ouvrage. Et donc le rôle de juriste, c'est effectivement d'accompagner les équipes et de rédiger les contrats. Ça, c'est un premier pan d'activité. Et puis ensuite, bien évidemment, il y a tout ce qui concerne les contrats, l'exploitation du business avec les contrats d'hébergement et tous les contrats de colocation, avec deux typologies de clients, en fait, des clients professionnels ou des clients qui peuvent être des clients de particuliers. Donc ça veut dire avec deux régimes juridiques finalement particuliers applicables à chacun des contrats et à chacune des relations existantes. Le second métier, c'est le contract management, donc le gestionnaire des contrats. Alors c'est un métier que les juristes quelquefois se partagent avec on va dire des ingénieurs plus spécialisés dans le contract management technique. Là, le rôle du juriste, c'est d'accompagner en fait l'exécution du projet, ne serait-ce que parce que certaines entreprises peuvent avoir des demandes de paiement de travaux supplémentaires à adresser à la maîtrise d'ouvrage. En général, ça passe par la maîtrise d'œuvre qui, elle, va vérifier le bien fondé des demandes et la quantification, va vérifier les prix également et s'il y a besoin de procéder à d'autres vérifications.
Donc le juriste, lui, il va s'assurer également du bien fondé juridique de la demande au regard du contrat et ce qui nécessite de sa part d'avoir des compétences opérationnelles particulières, notamment de connaître les enjeux clients, les enjeux en termes opérationnels, en termes de délai, en termes de clauses, de variation de prix. Donc, il va savoir également quantifier les risques associés à une demande. Donc, c'est un juriste qui est un juriste, on va dire, un peu plus opérationnel. Et c'est effectivement un nouveau métier. Et par rapport au data center, il doit connaître les problématiques associées au data center qui, lui, est en fait un actif, mais qui doit évoluer dans le temps. Et la particularité, c'est qu'il intègre des technologies qui évoluent très très vite. Donc le juriste doit comprendre les flux qui interviennent avec les sous-traitants, donc ces flux d'affaires, et il doit comprendre la modularité qui est présente dans un data center. Donc ça veut dire que du point de vue des clauses, il doit bien comprendre les garanties associées à chacun des équipements, les problématiques d'obsolescence, et il doit procéder à ces vérifications avec l'aide, je dirais, de l'expert technique du domaine du data center. Parce que bien évidemment, on est à la frontière entre le domaine technique et le domaine juridique. Le juriste n'est pas ingénieur, mais il peut également comprendre les problématiques, les enjeux business, les enjeux opérationnels. Troisième métier maintenant, en fait, la supervision de la conformité du groupe. Alors, en fait, ce métier, la conformité, c'est un métier qui est souvent entre les mains de la direction du directeur juridique, qui lui supervise en fait l'ensemble des activités du groupe. Et en particulier, quand on pense à un data center, en général, les propriétaires vont créer à chaque fois une filiale. Toutes les entreprises dont on entend parler actuellement, que ce soit Google ou d'autres entreprises qui en fait implantent des data centers par exemple en France, hein, puisqu'on parle de la France, vont probablement créer une filiale associée à l'activité. C'est ce qui se pratique habituellement. Ils vont raisonner en gestion de projet, ils vont raisonner en société de projet dédiée pour porter l'actif visé. Et dans ce cadre-là, il y a également une activité de conformité qui doit être mise en place. Et cette conformité, elle concerne à la fois la conformité en termes de vigilance, de sécurité. Alors la sécurité, elle va s'entendre sur le plan physique et logique. C'est en fait, il faudra qu'il s'assure que la documentation est bien à disposition pour prouver que l'ensemble des éléments sécuritaires ont été mis en place. Il va également vérifier que puisque là, il s'agit du data center, que le data center va répondre à un certain nombre d'engagements environnementaux, puisque en fait, je dirais la particularité du secteur, c'est qu'il est mis en avant aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a un ensemble de réglementations qui pousse cette attractivité auprès de nouveaux investisseurs. On le voit par différents biais, que ce soit par rapport aux lois de finances en matière fiscale ou parce qu'il y a la législation bas carbone et chaleur fatale qui viennent finalement donner une impulsion à ces marchés pour que, en fait, au sein de cette infrastructure, on puisse récupérer la chaleur qui est produite, parce que finalement c'est une problématique, mais en même temps on peut valoriser cette chaleur, hein, de la même manière qu'on retrouve cette problématique dans d'autres environnements industriels. Et à partir de là, il y a tout un écosystème qui doit être conforme à des législations existantes.
Donc là, je pense qu'il y a un fort enjeu de conformité et je dirais, de notoriété et de messages à faire passer auprès des différents intervenants. Le quatrième métier, alors lui, tiens, il débarque, le DPO. Le DPO, oui, c'est un métier de spécialistes. Je le vois de cette manière-là aujourd'hui parce que en ayant discuté avec différents DPO, ils connaissent très très bien à la fois les flux de données, la conformité, qui est une conformité aux exigences de la CNIL, et puis ils ont une démarche qualité parce qu'il s'agit de gérer, d'administrer l'ensemble de la documentation qui permettra un jour de démontrer que l'entreprise ou la société de projet qui appartient à un groupe, qui détient le data center, il s'agira de démontrer cette conformité à l'égard des autorités. Pour moi, ce n'est pas un nouveau métier, mais c'est un métier qui s'intègre bien dans les entreprises et dans les data centers, mais il y a de forts enjeux de conformité au regard des interventions, notamment des sous-traitants. Et c'est là où peut-être le DPO peut faire évoluer son regard critique. Il y a une attention particulière à prêter aux sous-traitants dans le domaine numérique qui peuvent intervenir auprès des opérateurs. Et donc, un cinquième métier, qui lui, alors ça c'est nouveau, c'est le DEO. Oui, le Digital Ethic Officer. Alors, lui, c'est un métier qui est assez nouveau, qui combine à la fois une approche éthique du numérique et une approche éthique des affaires. Alors, si on traite de la partie éthique du numérique, finalement, le DIO, il sait par où l'intelligence artificielle est rentrée dans les entreprises. Donc, si on parle d'un environnement en dehors du data center, on sait très bien que l'IA sera également présente, hein, parce que l'IA va intervenir auprès, par exemple, des RH qui commencent à mettre en place des outils ou qui utilisent des outils proposés par des sous-traitants, des startups, pour pouvoir, par exemple, choisir le meilleur candidat pour un poste donné. Donc, la finalité de cette fonction, c'est d'aider en fait l'entreprise, son organisation, à détecter les éventuels biais de sorte à pouvoir remédier à une situation avant de subir un préjudice. On intervient finalement en avance de phase pour éviter toute problématique et puis pour pouvoir évoluer avec le produit si jamais au cours de l'apprentissage de l'IA, les biais viennent à être révélés. Et l'idée, c'est de pouvoir documenter, apporter de la documentation sur l'explicabilité de l'intelligence artificielle qu'on aura pu utiliser dans un process. Si je replace finalement cette logique au sein d'un data center, les data centers vont pouvoir également utiliser l'intelligence artificielle. Et en fait, il faut absolument qu'ils puissent intégrer dans leur process cette réflexion et cette documentation sur l'utilisation de l'IA. Pourquoi? Parce que on le sait depuis quelques jours, c'est la Commission européenne qui est intervenue. En fait, il y a une nouvelle réglementation sur l'intelligence artificielle qui vient en fait superposer 4 niveaux d'intelligence artificielle et il y a 4 classifications. Il faut, et qui ont des impacts finalement sur la directive machine.
Donc on le voit très bien à partir du moment où on utilise à la fois de l'IA et de la robotique ou de la robotisation, on va avoir des enjeux assez importants à traiter. Et l'objectif, l'approche du DIO, c'est de pouvoir aider les entreprises à avoir ce regard un peu critique sur l'utilisation de l'IA. Par rapport à l'approche business, en fait, l'idée est la même, hein, c'est d'aider les chefs d'entreprise à créer leur charte éthique, toujours en se posant la question de savoir si j'agis de la sorte, est-ce que mes actes auront un impact sur la loyauté, la transparence, mes obligations de transparence envers mes actionnaires ou envers la société. Et donc l'idée, c'est d'avoir une ligne d'équilibre entre toutes ces composantes où on a d'un côté le business qui doit avancer et de l'autre côté une déréglementation RSE qui finalement viennent contraindre les entreprises à s'arrêter sur ce qu'on appelle leur raison d'être, leur finalité. Et l'idée, c'est au final d'avoir une communication cohérente avec l'ensemble de ces paramètres. Alors celui-là, je dois avouer que je ne le connaissais pas, le juriste codeur. Le juriste codeur, en fait, je pense que ça va être un métier de spécialiste, mais il va être très important au sein des organisations et des entreprises. On est un peu dans l'aboutissement de la traduction du droit au sein des organisations, au sein des services d'entreprise et finalement au sein du produit. C'est un peu cette ligne directrice qu'il faut suivre. C'est qu'au départ, on demandait aux juristes d'entreprise d'être juristes business. Et au final, ce juriste business, ou du moins peut-être une nouvelle génération de juristes, va venir coder au sein du produit la norme juridique, et soit en phase de conception, soit si jamais des biais ont été découverts, pour rectifier finalement le code initial. Pourquoi on est en train d'imaginer ce juriste codeur? C'est tout simple, toujours pareil, c'est par rapport à l'impact de la réglementation sur l'intelligence artificielle. C'est cette réglementation qui va venir finalement obliger les entreprises à bien réfléchir aux outils qu'elles vont utiliser par le biais de l'IA pour programmer des outils ou pour avoir une intelligence artificielle qui va leur restituer de la donnée. Ça, c'est un premier cas d'application. Et il y a un autre cas, c'est que, en fait, avec on l'a vu hein, depuis les dernières années, on a eu plusieurs discours critiquant les GAFAM, et l'idée, c'est de finalement se réapproprier la donnée, de casser les silos entre ces différents propriétaires de données. Et les plateformes aujourd'hui sont à la recherche de compétences pour justement avoir une traduction juridique de la norme qui va leur être imposée et voire proposée, puisque là on leur propose finalement d'utiliser de la donnée. Mais l'idée, c'est pour eux, hein, pour ces plateformes, c'est de savoir traduire dans leur service directement sous forme de code la réglementation. Et le principal enjeu pour eux et le principal objectif poursuivi, c'est d'avoir un code qui puisse répondre à l'ensemble des réglementations européennes. On le sait très bien, à chaque fois qu'il y a une directive ou un règlement européen, on dit qu'il est applicable, enfin le règlement est applicable directement dans les États, sauf que les États ont leur culture juridique et appliquent différemment la norme qui leur est imposée. Donc c'est un peu l'enjeu aujourd'hui pour les plateformes qui vont être à la recherche de ce type de profil. Je trouve quand même que l'on a six très beaux métiers, hein, et on découvre un certain nombre de métiers, mais
il en manque un. Et l'avocat dans tout ça? L'avocat, dans tout ça, il peut en fait se spécialiser sur tous ces domaines, selon, on va dire, ses compétences, ses affinités, ses préférences. Et il est là aussi pour accompagner les entreprises pour, et de manière différente. En fait, l'avocat aujourd'hui doit avoir aussi un regard transverse. Quand on parlait initialement du financement des actifs, on pourrait se dire finalement il n'y a que 3-4 composantes du droit qui doivent s'associer pour pouvoir réaliser un projet. Ce n'est pas tout à fait exact. Aujourd'hui, quand on construit via une société de projet, on doit avoir un regard en droit des concentrations, on doit avoir un regard sur le RGPD. Est-ce que mon business, est-ce que mon opération est conforme au RGPD? Est-ce que les actionnaires autour de la table qui font partie de ce projet qui me passionne, est-ce qu'ils ont été conformes au RGPD? Est-ce qu'ils sont conformes à la législation anticorruption? Et je pense que notre métier est aussi en train d'évoluer. Quand on a, alors soit on a un métier de spécialiste, hein, soit quand on travaille avec les entreprises, on a un regard croisé sur différentes sphères du droit pour pouvoir faire en sorte de ne rien oublier quand on est en phase d'audit. Et quand on est en phase de claim ou de précontentieux, l'idée, c'est aussi de pouvoir raccrocher un ensemble d'arguments qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir défendre sa position. Ça, et par rapport au code, enfin aux juristes codeurs, je pense que là, ça va être un métier de spécialiste. Je pense pas que les avocats vont se saisir de ce métier qui va être vraiment au cœur du business et du produit. En revanche, ils peuvent avoir un regard critique et apporter des axes d'amélioration si, par exemple, ils peuvent détecter un biais ou s'il faut remédier à une documentation sur l'explicabilité des algorithmes. Face à cette diversité, quelle sera ta conclusion? Je pense qu'on est dans une phase extrêmement intéressante d'évolution du droit. Et puis, je pense que le data center ou cette activité doit vraiment reprendre sa place et être un peu mieux considérée. Et en même temps, je pense qu'il y a certains points de vigilance qu'il faut garder en tête et qui portent sur la sécurité de façon générale, parce que toute infrastructure qui est, je dirais, fortement connectée, qui va utiliser l'IA, qui va rendre des services aussi importants que ceux proposés aux professionnels, ou voire à des professionnels, mais quand je dis professionnels, peut-être des grosses structures ou des petites structures, il faut vraiment être extrêmement vigilant sur la sécurité et sur la formation du personnel et être attentif tous les jours sur ces points. Mais je pense que le marché est aujourd'hui très intéressant. Et pour ce qui concerne l'activité juridique, je pense que les jeunes peuvent s'emparer de nouveaux métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans. Enfin, moi, je suis plutôt assez positive et optimiste par rapport au marché du droit. En dehors de l'aspect plateforme juridique voilà, qui propose un certain niveau de service, mais qui ne pourra jamais remplacer l'analyse du juriste, pour autant qu'il ait cette ouverture d'esprit et qu'il comprenne bien qu'en fonction de son écosystème, son environnement de travail et en fonction de sa qualité, est-ce qu'il travaille pour un client? Est-ce qu'il travaille pour un acheteur? Est-ce qu'il travaille pour un particulier? En fonction de son positionnement, il pourra en fait avoir une évolution de carrière et un enrichissement de ses compétences assez important.